Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché de l'automobile, un marché encore très largement porté par les véhicules d'occasion sur le continent. Selon une dernière étude, le marché de l'automobile en Afrique est dominé à 80% par les véhicules d'occasion. Mais les véhicules neufs n'ont pas dit leur dernier mot, bien au contraire. Les ventes annuelles de véhicules neufs en Afrique subsaharienne pourraient passer de 100 000 unités actuellement hors Afrique du Sud, à 2 millions d'unités au cours des 15 prochaines années. Attachez vos ceintures, nous vous emmenons dans un marché en pleine mutation. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché de l'automobile en Côte d'Ivoire, un secteur dynamique où les véhicules neufs se font une place au soleil. Leurs ventes ont bondi de 18% ces 2 dernières années. Nous allons vous expliquer les raisons de cette tendance et nous allons vous montrer comment les acteurs du neuf et de l'occasion se battent pour conquérir toujours plus de clients. Puis nous partirons au Ghana à la découverte d'une start-up qui s'est donnée pour ambition de booster le transport électrique en Afrique avec une gamme de motos et de tricycles roulant 100% à l'électrique. Un marché qui est encore à ses balbutiements avec de nombreux défis, mais un marché riche en potentiel. Certains moments auxquels vous avez été déjà probablement confrontés, l'achat d'une voiture, avec de nombreuses questions. Quel type de véhicule choisir ? Privilégier la fiabilité du neuf ou le bas prix de l'occasion, ou encore comment financer votre achat. En Côte d'Ivoire, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les véhicules neufs. Près de 15 000 voitures neuves ont été vendues l'année dernière. Dans le même temps, vous allez le voir, les acteurs de l'occasion ont vu leurs ventes chuter. Marché de l'automobile, le neuf contre l'occasion, un reportage de Yao Sansan, Gisela Mendonça et Oscar Noël-Sangan. Quartier des affaires d'Abidjan. Sandra Simbi, responsable développement chez le concessionnaire ATC comme Afrique, vient visiter un tout nouveau showroom dédié à une marque japonaise. Ouvert il y a seulement 2 jours, le showroom reçoit déjà des clients prêts à l'achat. On observe une croissance générale du secteur automobile en Côte d'Ivoire et nous particulièrement ATC comme Afrique, depuis 2016, nous sommes en plein boom, en pleine croissance. Et ce showroom s'inscrit vraiment dans notre stratégie d'expansion. En Côte d'Ivoire, les ventes de véhicules neufs ont bondi de 18% ces 2 dernières années. Raison principale, un décret datant de 2018 interdisant l'importation de véhicules d'occasion de plus de 5 ans. Suite à ce décret, les acteurs de l'occasion ont vu leurs ventes dégringoler de 80%. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les véhicules neufs, 13 500 vendus l'année dernière, faisant de la Côte d'Ivoire l'un des marchés les plus prometteurs d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria. Mais ces voitures neuves restent encore chères pour la majorité des Ivoiriens. Alors les concessionnaires multiplient les stratégies pour élargir leur cible. Enquête sur un marché de l'automobile en pleine mutation. Quartier de Marcory. Bonjour monsieur, bonne arrivée. Ce client a rendez-vous dans un showroom dédié à une marque allemande. La commerciale lui présente différents types de voitures, jusque dans les moindres options. On a du cuir Vina avec une qualité de cuir perforé qui donne la possibilité, le choix pour la ventilation. Si vous avez les bagages en main, que vous venez vers le véhicule, vous n'avez qu'à faire. Des véhicules de type SUV, comprenez, véhicules utilitaires sport. La tendance du moment. On a remarqué que depuis 3-4 ans, il y a une croissance sur le segment SUV en Côte d'Ivoire. C'est un véhicule qui est parfaitement adapté à tout type de route. Si l'un des modèles semble plaire aux clients, son prix constitue un frein. Ce SUV coûte 46 millions de francs CFA, au-delà du budget de 40 millions qu'il s'était fixé. C'est important. Vous optez plutôt pour la version I, c'est ça? Voilà, c'est ça. Compte tenu du budget? Du budget, c'est ça. D'accord. Alors, 46 500
On va vous faire une offre, une remise spéciale. On va vous laisser le véhicule à 42 millions. En plus de cette remise, ce client va bénéficier d'une garantie de 3 ans. Et ce n'est pas tout. La commerciale lui présente des services d'entretien qui vont l'accompagner dès l'achat de son véhicule. Également ici, on fait tout ce qui est préparation à la visite technique. Quand votre visite technique arrive à échéance, vous envoyez le véhicule, on prépare le véhicule, on passe la visite pour vous et puis vous venez simplement récupérer votre voiture. Dans ce hangar, il pourra faire réviser sa voiture ou réparer des pannes. C'est les garanties en fait qu'on offre au client pour dire au client que sa voiture sera entretenue jusqu'au bout après l'achat. Contrairement à un véhicule qu'on achète sur un parc dehors où on confie la réparation à un mécanicien sous manguier et au bout d'un certain temps on remarque que les pannes sont récurrentes et tout. Ici on s'assure d'avoir des pièces d'origine, des pièces qui sont adaptées. Proposés exclusivement par les concessionnaires, ces services après-vente ont fini par séduire de plus en plus de clients qui se tournaient auparavant vers les voitures d'occasion. Face à la barrière que constitue encore le prix des véhicules neufs, les acteurs du marché développent d'autres stratégies. Siège de Socida, un autre leader du marché dans le quartier de Zone 4. C'est dans cette salle que le directeur des ventes et ses collaborateurs mènent l'offensive contre les prix élevés des voitures neuves. Des prix qui s'expliquent en grande partie par le taux de douane. L'un des facteurs clés qui amène les consommateurs à acheter des véhicules un peu plus chers en Côte d'Ivoire, c'est le taux de douane qui sont élevés. Le taux de douane aujourd'hui est à 44,48%, taux de douane plus TVA. Si nous avons peut-être des requêtes à faire, c'est de demander à l'État de Côte d'Ivoire de baisser les taux pour permettre une certaine vulgarisation des véhicules. 44% de taxes sur les véhicules neufs importés, soit quasiment la moitié du prix de la voiture. Face à ce défi, les concessionnaires doivent trouver des astuces pour continuer à attirer des clients. Ce jour-là, Socida reçoit la responsable d'une agence financière. Nous, notre travail, c'est de trouver des solutions pour que le client se sente pris en main. Il a le véhicule qu'il veut, il a le financement qu'il veut. En cours de préparation, le lancement d'une campagne de crédit automobile qui sera financée par cette agence. Des crédits pour acquérir un véhicule neuf par paiement échelonné. Un exemple, si le monsieur a un salaire de 1,2 million, il a la possibilité d'emprunter pour le tiers de ce montant. Ça veut dire pour 400 000 francs de loyer qu'il pourra payer, s'il n'a pas déjà un crédit. Nous, on le prend et on l'oriente vers l'établissement financier qui est Alios Finance. Et on lui dit, voici, nous avons un client qui veut acheter un véhicule. Prêtez-lui de l'argent, nous avons le véhicule disponible. En clair, la voiture est payée par la structure de financement. Le concessionnaire la remet au client qui se doit de rembourser cette structure par des paiements mensuels. En cas d'insolvabilité, il peut être dépossédé du véhicule. Le risque est supporté par l'agence qui, en contrepartie, prélève des intérêts allant de 0,6 à 5% en fonction de la durée du crédit. Aujourd'hui, le financement de véhicules a pris beaucoup plus d'importance parce que des petites bourses aujourd'hui arrivent à acheter des véhicules par financement sur des loyers de 100 000, 220 000, ce qui n'était pas le cas auparavant. Grâce à cette politique, le concessionnaire a réussi à vendre avec cette agence de financement 200 véhicules l'année passée. En 2021, il compte atteindre les 300 voitures. En effet, le crédit automobile est de plus en plus sollicité par les particuliers. Dans le showroom de Socida, un couple d'entrepreneurs est venu récupérer une voiture neuve pour le compte de leur entreprise. Voici votre véhicule. Voilà, je vais vous montrer quelques options que vous avez dans le véhicule. Et puis vous allez procéder à la signature du bordereau de livraison. Installez-vous. Ils sont les heureux propriétaires de ce SUV neuf d'une valeur de 15 millions de francs CFA, acquis grâce à un crédit automobile. Ce couple devra verser mensuellement 450 000 francs CFA sur 36 mois pour l'achat de cette voiture, soit 16 200 000 francs au total.
La différence avec le prix de vente représente les intérêts du crédit. Mais ces facilités ne sont pas accessibles à tous. Sont éligibles au crédit automobile les travailleurs du public et du privé en CDI et les professions libérales, comme c'est le cas de ce couple. Un mode de paiement très en vogue, sollicité par 40% des clients de Socida. On reçoit de plus en plus de clients qui souhaitent effectivement obtenir des véhicules via des facilités de paiement. Donc nous, notre rôle, c'est de les emmener vers des structures de financement et nous, ça nous permet d'augmenter nos volumes de vente. Si le crédit auto est tant sollicité, c'est parce qu'il permet à des entrepreneurs, mais aussi à des particuliers d'acheter des voitures neuves sans mettre en danger leurs finances. Acheter cash n'est pas nécessaire. Il faut passer par d'autres process qui aident votre comptabilité, qui permettent à votre entreprise de pouvoir respirer dans le fonctionnement. Pour les concessionnaires, les voyants semblent au vert. Mais pour les revendeurs de voitures d'occasion, qui régnaient jusqu'alors en maître sur le marché, les voyants sont au rouge. Quartier du Vallon. C'est ici qu'Arnold Doupeau expose ses plus belles voitures d'occasion. Il en possède une quinzaine. Toi-même, regarde. Tu viens acheter un véhicule et puis tu vois autant de saleté dans le moteur. Depuis le décret de 2018 qui interdit l'importation de voitures d'occasion de plus de 5 ans, il a vu son business chuter. Il ne peut plus importer de vieilles voitures, mais uniquement des voitures âgées de 5 ans maximum. Et au prix plus élevé. Monsieur Ibrahim. Oui, ça va. La voiture importée la moins chère coûte désormais ici 7 millions de francs CFA, contre 2 millions avant le décret. Conséquence, la clientèle a déserté. Il ne reste que quelques rares clients qui peuvent y mettre le prix. Ça dérange énormément notre business le fait que la loi de 5 ans reste toujours en vigueur, hein, parce qu'on ne peut pas proposer des véhicules en dessous de 2015. Voilà, ça oblige les clients à avoir des budgets qui dépassent déjà 10 millions. Pourtant, le consommateur lambda, sinon l'utilisateur normal, il a un budget toujours entre 2, 3, 4, 5 millions. Avant la loi, on arrivait à vendre en moyenne par mois entre 30 et 40 véhicules. Donc maintenant, ça tourne autour de 10, 15. Pour faire face, les revendeurs se professionnalisent. Arnold Doupeau s'est doté de bureaux pour recevoir chaque client prêt à l'achat, comme M. Ibrahim, et propose des contrats d'achat après négociation. Auparavant, il n'y avait rien de tout cela. Avant, c'était la vente dans la rue. Hein. Voilà, on crée un parc en bordure de voies, quelqu'un vient, il voit un véhicule, on lui demande de donner le cash et on se libère. Pour survivre, nous sommes obligés de grandir. Et grandir nous oblige à nous structurer. Et lorsqu'on est structuré, on peut déjà toucher une partie des clients qui vont chez les concessionnaires. Une professionnalisation qui l'a amené aussi à se développer sur Internet. Le revendeur est présent sur les réseaux sociaux et possède son propre site. Si son business est devenu plus difficile, il garde aux yeux de certains clients un intérêt. Je suis venu vers un vendeur d'occasion plutôt que d'aller chez un concessionnaire parce qu'il y a la qualité-prix qu'il faut voir. Vous voyez, ce genre de véhicule-là, il coûte aux alentours, chez un concessionnaire, il coûte à peu près entre 30 millions à 40 millions. Vous voyez, et moi j'ai ce véhicule-là à 12 millions avec un kilométrage assez bas qui était de 60 000 km. Vous voyez que j'y gagne. Hein. Le prix reste donc encore le principal atout du marché de l'occasion. Et pour continuer à proposer des véhicules à bas prix, les acteurs de l'occasion ne manquent pas d'idées, comme celle de vendre des véhicules âgés, mais pas importés. À quelques pas de ses bureaux, nous retrouvons Arnold Doupeau dans ce garage. Il vient s'enquérir de réparations à réaliser sur l'un de ses véhicules. Mégano, c'est comment? Tu as checké? Un véhicule racheté 3 200 000 francs CFA auprès d'un particulier à Abidjan, et pour cause. Parce que déjà la loi nous oblige à avoir acheter des véhicules
de moins de 5 ans, ce qui est vraiment onéreux pour nous. Donc, nous faisons de l'achat des véhicules sur le terrain ici à Abidjan. Nous achetons des voitures avec des particuliers. Des voitures qui ont plus de 5 ans? Oui, des voitures qui ont plus de 5 ans. Celle-là, c'est une voiture de 2004. Voilà, on l'achète, on l'envoie au garage, le mécanicien la remet en état parfait et on la revend rapidement sur le terrain. Ainsi, sans enfreindre la loi, cette méthode permet aux acteurs de l'occasion de proposer de vieilles voitures comme celle-ci, âgée de 15 ans. Après ces réparations, Arnold Doupeau entend réaliser un bénéfice d'au moins 1 million en la revendant à 4 500 000 francs. Cette partie de son business représente 70% de son chiffre d'affaires. Tout le monde n'a pas la capacité d'avoir un véhicule de moins de 5 ans. Nous sommes obligés d'aller vers ce type de véhicules, les acheter, les remettre en état, pour les remettre sur le marché parce que le professeur, la vendeuse à locaux, le militaire, l'architecte, ils peuvent acheter ce véhicule-là rapidement. Pourtant, ces vieilles voitures, Arnold Doupeau n'en trouve pas assez pour satisfaire la demande. Il y en a peu, comparé aux milliers de vieilles voitures qu'il importait de partout dans le monde. Une preuve encore que le déclin des vieilles voitures en Côte d'Ivoire est en marche. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'accueille Arthur Dalis Moloko, directeur des opérations SARI chez CFAO Motors, également membre du JPAM, le groupement interprofessionnel de l'automobile. Félix Oulaye, directeur de VO, spécialiste de la vente de véhicules d'occasion à crédit. Et Guy Hassan Yapi, journaliste économique passionné d'automobile et directeur de publication du magazine L'Éco-Diplomate. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Made in Africa ce soir. Merci. Alors, première question pour vous. On l'a vu dans le reportage, en Côte d'Ivoire, les ventes de véhicules neufs, ça a bondi de 18% ces 2 dernières années. Est-ce qu'on peut parler d'une tendance durable, d'après vous? Effectivement, les ventes de véhicules neufs ont connu une certaine croissance. C'est vrai que j'ai entendu dans le reportage plus de 18%, mais en fait, de 2019 à 2020, le taux de croissance était de 15%. En 2020, comme vous savez, avec la crise de la Covid, avec les élections aussi, donc le marché est resté stable. Cette année, nous sentons que la croissance est en train de reprendre. Une reprise. Donc il y a une reprise au niveau de la croissance, eu égard aux chiffres des 4 premiers mois. Donc dire qu'on est dans une situation de croissance durable, je dirais oui. Je dirais oui parce que aussi les habitudes ont changé. Les habitudes ont changé auprès des consommateurs. Ouais. Comme vous l'avez révélé au niveau du reportage, on a eu le décret limitant l'âge d'importation des véhicules à 5 ans qui a été pris en 2017 avec l'application en juin 2018. Donc, c'est un facteur qui a favorisé, cela. Ouais. Mais déjà, si vous pouvez nous éclairer sur les types de véhicules qui sortent le plus. Tout à l'heure, on a vu les SUV qui s'y sortent. Est-ce que vous confirmez à votre... Non, aujourd'hui, la plus forte croissance est dans ce qu'on appelle les passenger cars, donc les petits véhicules. Okay. Donc, les véhicules de type Alto pour Suzuki, Kwid, donc les tout petits véhicules. Il n'y a pas assez de place dans le coffre. Mais c'est surtout du fait de leur accessibilité en termes de prix et aussi du fait que aujourd'hui, les nouveaux moyens de transport facilitent en fait ce développement de ces petits véhicules. Est-ce que vous avez aussi, Hassan Yapi, constaté effectivement qu'il y a sur le marché une recrudescence de ces petits véhicules que vous appelez passenger sur le marché? Le marché de l'automobile, certes, nous en parlons, mais qui sont les principaux demandeurs? C'est d'abord l'État, les acteurs du secteur privé et les individus. Voilà, donc... un jeune travailleur, un fonctionnaire à revenus modestes, il va s'en dire que s'il veut acheter un véhicule pour ses opérations courantes, voilà, il s'amènera à prendre le type de véhicule dont il est question. Félix Oulaye, c'est quoi le profil justement des clients qui achètent des véhicules neufs ou d'occasion? Parce que de toute façon, j'ai votre parcours, dont je sais que vous avez travaillé non également dans le neuf, mais également dans l'occasion. Est-ce que c'est le même profil aujourd'hui? C'est pas tout à fait le même profil parce que initialement, les véhicules neufs ne proposaient pas
de véhicules en dessous de 8 ou 10 millions avant cette mesure. Oui. Donc, tous les clients, que ce soit particuliers ou PME, qui avaient des budgets inférieurs à 10 millions, allaient systématiquement vers la solution occasion. Okay? Maintenant, depuis cette mesure, les concessionnaires ont renforcé, je dirais, l'action de cette mesure en offrant des véhicules à bas prix. À bas prix. Et ces véhicules passengers, là, le prix, ça tourne autour de combien? On part de 5 millions. De 5, ouais. 5 millions à, justement... À 10 millions. Les prix ont chuté. Hein. Voilà, les prix ont chuté. Ils ont fait une offre circonstancielle, bien adaptée à la situation, parce que, justement, les véhicules d'occasion ont eu... les prix des véhicules d'occasion ont pris l'ascenseur, sont passés pratiquement de 3 millions comme prix d'entrée, à maintenant 7 millions, 5, 8 millions en prix d'entrée. Voilà. Alors, il y a ce décret de 2017 ou 2018, c'est selon, qui interdit l'importation de véhicules d'occasion de plus de 5 ans. De plus de 5 ans. Est-ce que vous pensez, et c'est à ça qui faisait allusion tout à l'heure, M. Moloko, est-ce que vous pensez qu'effectivement, cette décision a eu une incidence sur l'augmentation des ventes de véhicules neufs? Je dis évidemment oui. Parce qu'avant cette mesure, le marché de l'occasion se situait autour de 60 000 unités par an. Par an? 60 000 unités de véhicules d'occasion par an en Côte d'Ivoire. Et cette mesure a été prise début 2018, entrée en vigueur mi-2018. Donc en 2019, on n'a importé que des véhicules de moins de 5 ans. Oui. Et en ce moment-là, le marché est tombé à 7 500 unités. Waouh! Voilà, les chiffres n'ont pas besoin de commentaires. Oui, non, c'est très clair. Vous, au niveau du neuf, les chiffres de vente ont monté. Les chiffres ont effectivement progressé parce que, justement, nous nous sommes adaptés à la situation. Nous avons défini des offres qui étaient adaptées aux attentes de cette classe sociale moyenne qui attendait aussi d'avoir du neuf. Mais en plus de cela, l'avantage, parce que derrière, il faut repartir. Pourquoi est-ce que l'État prend cette décision? Parce que très souvent, à tort, on dit que c'est le lobbying des concessionnaires qui a fait que l'État prend cette décision. Mais non, mais il faut savoir que l'État a signé des accords au niveau de la COP 21. Donc, sur tout ce qui est environnement, protection de l'environnement. Donc, déjà, ça, ces accords-là spécifiaient exactement que l'État se devait de pouvoir aussi réguler tout ce qui était émission de CO2. Évidemment. Monsieur Oulaye? Monsieur Oulaye nous dit que les ventes de véhicules d'occasion ont chuté de 60 000 à 7 000, mais nous, on n'a pas compensé ça. Donc, la compensation n'est pas venue parce que nous, je vous ai dit qu'on a progressé. En 2018, je pense que le marché était à 11 000, on est passé à 13 000. Vous voulez réagir rapidement, allez-y. Je vais réagir à ce qu'il a dit. Nous sommes, dans l'occasion, convaincus, et nous insistons là-dessus, que cette mesure a été prise sur un lobbying des concessionnaires de véhicules neufs. Qui bénéficie de cette mesure? C'est les concessionnaires de véhicules neufs. Ça, c'est évident. Même si vous n'avez pas eu à récupérer les 50 000, les 45 000 unités de GAP, vous n'avez plus que 2 000 unités. Mais quand on analyse la situation, les premiers bénéficiaires, les seuls bénéficiaires, c'est les concessionnaires auto. Donc, on considère que c'est votre lobbying qui date de plus de 15 ans quand même, il faut le souligner. Oui. Alors, en ce qui vous concerne, au niveau de l'occasion, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur? Des gens sont sortis du secteur? Dans mon entourage, je peux dire qu'il y a eu 80% d'acteurs qui ont disparu du secteur. Assez énorme. Qui se sont reconvertis dans d'autres activités ou qui ont arrêté carrément. Et pour des étrangers qui ont quitté la Côte d'Ivoire, qui sont allés s'installer dans d'autres pays pour pouvoir continuer leur activité. Donc l'impact a été très, très grand. Et pour vous, Hassan Yapi, l'impact de cette mesure sur les populations, selon vous, comment vous l'analysez? Oui, en ce qui concerne l'impact, moi je me trouve un peu à l'intermédiaire entre ceux qui défendent la cause de l'occasion et du neuf, mais la population elle-même, quelle est la réalité? On ne peut plus importer pour de l'occasion, on ne peut pas non plus acheter pour du neuf, parce que ça coûte trop cher. Ceux qui avaient des revenus moyens n'arrivent plus aujourd'hui à se procurer un véhicule parce que les dispositifs mis en place autant pour le neuf avec les institutions financières qui rentrent en ligne de compte, quelqu'un qui n'a pas 1 million de salaire, c'est pas évident d'avoir. Alors, mais parlons justement de la question du coût et comment
financer et favoriser l'acquisition de véhicules de qualité à des coûts intéressants. Premièrement, dans le reportage tout à l'heure, il y a un monsieur qui nous disait clairement qu'il y a le taux de douane, donc qui est à peu près à 44,48%. Apparemment, il y a une croissance, vous l'expliquer tout à l'heure. Mais ça veut dire que si j'achète une voiture à 30 millions, j'ai à peu près 10 millions dans les taxes. C'est à peu près ça. À peu près, oui. Comment est-ce que l'État peut justement aider, que ce soit la population à acquérir des véhicules, mais aider aussi les opérateurs économiques que nous sommes à pouvoir aussi continuer à développer notre business. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant qu'opérateurs, en tant que concessionnaires, donc nous avons des employés, nous payons nos taxes, donc il y a toutes ces charges-là à pouvoir supporter. Et comme il a si bien dit, 44%, ça c'est pour des véhicules qui sont inférieurs à 13 chevaux. Quand on a des véhicules qui sont de plus de 13 chevaux, il y a des droits d'assises qui viennent se rajouter. On est passé à combien de pourcents pour les plus de 13 58%. 58%. Donc on a dépassé la barre psychologique des 50%. Voilà, pour des véhicules de plus de 13 chevaux. Ouais. En général, quand on pense à vente de voitures à crédit, on pense au neuf. Oui. Mais vous, dans l'occasion, vous avez des solutions de vente à crédit. Comment ça se passe? Oui, c'est d'ailleurs grâce à cette disposition particulière, cette offre particulière que nous avons survécu à ce décret qui a fait disparaître 80% de nos confrères. Je connais l'importance du financement pour un client qui veut acquérir un véhicule. Nous avons approché des banques de la place qui ont signé des partenariats avec nous, qui nous permettent donc de vendre à crédit des voitures d'occasion à ces clients-là. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes capables de vendre une voiture d'occasion avec un remboursement sur 7 ans. Je vais me tourner vers Hassan Yapi pour faire évoluer le débat, notamment pour qu'on glisse vers le second sujet. Question large, à quand, selon vous, des usines d'assemblage automobile? On en avait en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous en entendez parler, vous? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce ne serait pas justement une autre solution pour faire baisser les prix? Oui, effectivement, l'usine d'assemblage des véhicules, c'est vraiment la solution espérée. Dans la mesure où tout se monte sur place, les coûts, donc ça va créer des emplois, c'est tout un écosystème qui va se mettre en place. Et puis, in fine, on aura véritablement des véhicules qui reviendront nettement moins chers. Mais jusque-là, pourquoi nous ne sommes pas arrivés? La question reste posée. Oui, reste posée. Et les concessionnaires automobiles sont bien placés pour nous dire, puisqu'eux, ils sont directement en contact avec les constructeurs. Voilà, pour nous dire quelles sont les propositions concrètes qu'ils font à ces constructeurs et qu'est-ce que les constructeurs leur demandent comme condition préalable pour venir faire de l'assemblage sur place à Abidjan et à l'intérieur du pays. On a connu cela dans les années 80. Oui. Aujourd'hui, nous sommes un pays pré-émergent, on devrait normalement avoir un minimum. En tout cas, vous avez posé une série de questions, mais ces questions vont rester posées parce que j'ai une excellente transition pour migrer vers mon deuxième sujet. Alors, on vient de le voir, hein, dans l'ensemble, eh bien, il y a une bataille qui se joue en Côte d'Ivoire entre les acteurs du neuf et de l'occasion sur le marché de l'automobile. Je vous propose à présent de partir au Ghana pour vous parler toujours de transport, mais sous un autre angle, un angle différent, un angle innovant, l'électrique. En effet, la start-up que nous allons vous présenter a lancé une gamme de motos et de tricycles roulant 100% à l'électrique, cette marque compte même lancer une ligne d'assemblage, et ce, malgré les coûts de production importants et des consommateurs encore peu avertis. Solar Taxi, le pari du transport électrique, un reportage de Thomas Diego Badia et Niki Kwame. Ce matin, dans les rues d'Accra, c'est le début d'une longue journée pour Samuel. Ce coursier, qui travaille pour une grande enseigne de livraison à domicile, sillonne les rues de la capitale ghanéenne pour livrer des repas. Par jour, je peux avoir jusqu'à une vingtaine de commandes. Ça peut me rapporter autour de 55 000 francs CFA. En une journée, Samuel et sa moto peuvent parcourir entre 100 et 300 km. Jusqu'il y a 2 mois, il dépensait chaque semaine des dizaines de milliers de francs CFA en carburant. Bonjour collègues, comment vont les affaires aujourd'hui? Mais grâce à sa nouvelle moto, contrairement à nombre de ses collègues livreurs, il n'a plus besoin de se rendre en station-service. La raison, celle-ci fonctionne à l'électricité. Ainsi,
il économise près de 60% en énergie. Avec la moto à essence que j'avais avant, je pouvais dépenser 3000 francs CFA par jour. Aujourd'hui, je dépense à peine 500 francs en électricité par jour. C'est pour ça que je préfère largement rouler à l'électrique aujourd'hui. Cette moto, Samuel l'a achetée à Solar Taxi, une start-up ghanéenne créée en 2018 qui s'est donnée pour ambition de développer le transport électrique au Ghana et dans la sous-région. Pour cela, elle a lancé une gamme de motos et de tricycles roulant 100% à l'électrique, les premiers du genre dans le pays. D'ici la fin 2021, elle compte lancer une ligne d'assemblage de voitures électriques. L'électrique, un moyen de transport plus durable, plus écologique et aussi un vrai business. Le marché mondial est en plein essor. En 2012, il représentait 83 milliards de dollars. En 2019, le marché des véhicules électriques s'élevait à plus de 270 milliards de dollars. Mais sur le continent africain, la voiture électrique n'en est qu'à ses balbutiements. Pour Solar Taxi, les défis à surmonter sont immenses. Réduire les coûts de production, innover et surtout convaincre des consommateurs encore réticents. Direction Koumassi, la deuxième plus grande ville du pays. C'est dans ce quartier résidentiel que Solar Taxi fabrique ses motos électriques à destination de livreurs principalement. Hello everyone. Arnold Anoche est le responsable d'atelier. Il vient faire un point sur la production du jour. Combien de motos avez-vous assemblées aujourd'hui? Il faut qu'à la fin de la journée, vous en ayez assemblé 5. Ici, pas de machine d'assemblage. Les motos sont montées entièrement à la main. Comptez en moyenne 2 à 3 heures pour une moto. Bien que la productivité soit faible, la jeune entreprise a décidé de fabriquer sur place pour une raison simple. Cela lui revient moins cher que de les importer déjà assemblées d'Europe ou d'Asie. Assembler nous-mêmes ces motos électriques au Ghana coûte entre 270 et 370 000 francs de moins que de les importer déjà assemblées de Chine. Monter les motos ici crée de l'emploi pour les jeunes Ghanéens. Et puis ça nous permet aussi de comprendre et de maîtriser la technologie derrière ces motos. Pour baisser encore davantage ses coûts de production, l'entreprise s'est lancée depuis un an dans la fabrication de ses propres batteries électriques. Jusqu'alors, elles étaient achetées en Chine et l'entreprise devait les payer au prix fort. D'autant que ces batteries au lithium représentent 60% du prix final d'une moto. Désormais, la start-up n'importe plus aucune batterie. On a décidé de fabriquer ces batteries au lithium localement, car les importer coûtait très cher. Celles que nous avons développées ici durent plus longtemps que celles qu'on importait. Plus longtemps, cela veut dire concrètement que les batteries Solar Taxi tiennent jusqu'à 150 km contre 80 pour les batteries importées. Si l'entreprise tente le plus possible de réduire ses coûts de production, c'est pour gagner en compétitivité par rapport aux motos à essence vendues sur le marché ghanéen. Pour l'instant, les motos Solar Taxi coûtent 2 fois plus cher. Retour à Accra. L'homme qui croit dur comme fer au développement de l'électrique dans le pays, c'est lui, Georges Apia, 32 ans. Comme tous les matins, il part travailler au volant de sa voiture électrique. Ce titulaire d'un master en énergie qui a fait ses études au Ghana a créé Solar Taxi sur fonds propres il y a 4 ans. En 2019, il gagne un concours de start-up organisé par la fondation Mastercard et reçoit 45 millions de francs CFA pour se lancer. Avec une conviction chevillée au corps, l'électrique est la solution d'avenir pour le transport en Afrique. Electric vehicle and electric infrastructure can also provide a lot of resilience
Les véhicules et les infrastructures électriques rendront beaucoup de pays africains plus résilients. Sur le continent, l'économie dépend beaucoup trop de l'essence importée. Nos économies dépendent beaucoup du prix du transport et en Afrique, c'est un secteur qui ne fonctionne souvent pas très bien et en plus, il n'est pas écologique. C'est ce que j'ai envie de changer. Je veux proposer une meilleure alternative pour les communautés ici. Georges Appiah espère qu'un écosystème se développera autour de l'énergie électrique au Ghana. Mais pour l'instant, il n'existe qu'une poignée d'entreprises travaillant dans le secteur. Un secteur qui n'est pas encore soutenu par l'État. Alors pour ces entrepreneurs ghanéens de l'électrique, les défis sont nombreux. C'est un sacré défi de créer une entreprise de véhicules électriques. L'écosystème n'existe pas vraiment encore ici, tout est à faire. Dans l'entrepreneuriat vert au Ghana, on est des pionniers, on doit tout construire. Depuis notre propre chaîne d'approvisionnement à notre expertise en passant par notre clientèle. On doit s'investir énormément pour avancer, surtout qu'il n'y a pas encore de politique publique pour soutenir cette industrie. Dans sa mission, l'entrepreneur doit faire face à un autre défi de taille, convaincre les consommateurs encore peu familiers des véhicules électriques. Cet après-midi, cette cliente a rendez-vous dans les locaux de Solar Taxi pour l'achat de sa nouvelle voiture. J'ai vu les véhicules que vous vendez sur Internet, donc je suis venue voir de moi-même et les tester. D'accord, ça marche. Suivez-moi, je vais vous montrer. Elle est reçue par Eugene Amponsa, commercial. Il lui présente les deux modèles de voitures vendues par Solar Taxi, cette petite voiture urbaine et ce rutilant SUV. Car Solar Taxi ne vend pas que des motos et des tricycles électriques. Depuis bientôt un an, elle importe ces voitures fabriquées en Chine qu'elle revend sur le marché ghanéen. Des voitures qui ne fonctionnent pas à l'essence, mais bien à l'électricité. Il suffit de la recharger sur une borne fournie avec le véhicule ou tout simplement en la connectant à une prise standard. Ici, vous pouvez voir que vous avez une première prise pour charger la voiture. Ici, à l'avant, vous avez la prise pour le chargement rapide. Ça prend combien de temps pour charger? En 30 minutes, vous pouvez recharger entièrement votre voiture. Ce sont les premiers véhicules électriques en circulation dans le pays. Ce 4x4 urbain a été acheté par l'entreprise 12 500 000 francs CFA au fournisseur chinois, la marque Chery. Elle sera revendue au Ghana 13 millions de francs CFA, soit une plus-value faible de 500 000 francs. Et ce, pour rester compétitif par rapport aux véhicules à essence. Si on regarde des SUV essence neufs de même catégorie vendus ici au Ghana, ça coûtera entre 10 et 15 millions. Donc notre voiture à 13 millions de francs est vraiment dans les prix du marché. Si le prix du véhicule est dans la moyenne des véhicules neufs vendus sur le marché ghanéen, Eugene Amponsa doit convaincre les potentiels clients de passer à l'électrique, un mode de transport encore nouveau au Ghana. Pour cela, il a bien rodé son argumentaire qu'il déploie lors d'essais automobiles. La vitesse d'accélération de nos voitures électriques est en moyenne de 6 secondes pour aller de 0 à 100 km/h. La vitesse, mais aussi le carburant. Selon le commercial, ce véhicule coûterait 60% moins cher en énergie. Et si ce n'est pas suffisant, le commercial dispose d'un autre argument de poids, la possibilité de tester la voiture pendant plusieurs mois avant de l'acheter. Selon le type de voiture, SUV ou urbaine, la location coûterait à cette cliente entre 110 000 et 190 000 francs par mois. Si Solar Taxi a mis en place cette option, c'est pour rassurer des clients méfiants face à une technologie qu'ils connaissent mal. Les gens ont peur. Ils ont l'impression qu'avec les voitures électriques, ils vont avoir des problèmes. Ils pensent qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, qu'ils n'arriveront pas à recharger leurs véhicules. C'est une nouvelle technologie et les gens sont sceptiques. Je suis sûr que peu à peu, ils vont s'habituer à ce nouveau mode de transport.
Au total, Solar Taxi a loué ou vendu une vingtaine de voitures électriques. D'ici un mois, elle en recevra 20 de plus. Toutes sont déjà réservées. Face à une demande en constante augmentation, aussi bien pour les motos que pour les voitures, la start-up compte ouvrir une unité d'assemblage de véhicules électriques d'ici la fin de l'année. Et pour anticiper l'accélération de son activité, elle a décidé d'investir dans la formation. Hello, good morning everyone. Bonjour à toutes, bienvenue dans les locaux de Solar Taxi. Ce jour-là, dans les locaux de Solar Taxi, ces jeunes femmes sont en plein cours de mécanique automobile. C'est ici que l'on construit toutes les motos électriques qu'on voit à l'extérieur. De ce côté-là, on a la partie de construction des châssis. Et la pièce principale de cette partie, c'est ce bras métallique que j'ai dans la main. Après un mois de formation en ligne, place à la pratique. Pendant plusieurs semaines, elles vont apprendre à assembler ces motos électriques. Des gestes simples aux plus compliqués, comme l'installation de batteries au lithium. Ici, vous avez un port à installer pour connecter le chargeur. Une fois que vous aurez installé le châssis et la batterie, vous allez la recouvrir avec ces pièces là-bas. Ces jeunes femmes sont toutes diplômées de mécanique. Si elles ont choisi de postuler à ce programme de formation réservé aux femmes, c'est parce qu'elles y croient, l'électrique et l'énergie de demain au Ghana. Pour Solar Taxi, il faut que plus de femmes travaillent dans ce secteur traditionnellement occupé par des hommes. Les gens pensent que la mécanique, c'est que pour les hommes. Mais les femmes aussi peuvent le faire. Nous pouvons faire quelque chose de nos 10 doigts. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la même force que les hommes qu'on ne peut pas le faire. Avec tout ce que j'ai appris lors des cours en ligne et ce que je vais apprendre pendant la formation pratique, je suis sûre que je pourrai continuer à travailler ici ou alors dans une autre entreprise qui travaille sur la mobilité électrique. Ces apprentis n'ont rien eu à débourser. Pour l'entreprise, c'est un investissement sur l'avenir, car elle compte s'étendre et pour cela, elle aura besoin de main-d'œuvre qualifiée, à la fois pour monter ses motos, mais aussi ses voitures, lorsque l'usine d'assemblage sera construite. Même si après leur formation, elles ne trouvent pas toutes du travail à Solar Taxi, dans les années à venir, l'électrique va continuer à se développer et il y aura besoin d'experts, de personnes qui savent construire des véhicules électriques, faire de la maintenance, et ce sera elles que les gens appelleront. Et nous, on sera fiers d'avoir formé des femmes dans le secteur de l'ingénierie mécanique. En 2 ans, Solar Taxi aura formé une 60aine de femmes, autant de jeunes prêtes à porter haut le flambeau de l'électrique. Même si pour l'instant, au Ghana comme sur le continent africain, tout reste à faire ou presque. Proposer des véhicules au coût attractif, convaincre les utilisateurs de rouler à l'électrique, construire sur place, les défis sont encore nombreux pour cette filière naissante. Et pour poursuivre le débat, j'ai le plaisir d'accueillir Andy Costa, spécialiste de l'économie verte et ambassadeur du transport vert et de la forêt. Bonsoir Andy. Bonsoir. Bienvenue, merci de nous avoir rejoints. C'est un plaisir. Alors, première question à vous. Que vous inspire ce reportage, Andy? C'est une belle initiative, elle est louable, surtout que c'est sur le continent africain. On a pour habitude de voir ce genre d'initiative ailleurs, mais aujourd'hui c'est en Afrique et à 2 pas de la Côte d'Ivoire au Ghana. C'est une initiative que je soutiens. Dalis Moloko, votre impression? J'irai dans le même sens que Andy, pour dire que c'est une initiative qui est louable. Et aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de protection de l'environnement, de renouvellement des énergies. Et je pense que c'est vers ce genre d'initiative que nous devons aller. Et pour cela, nous avons besoin aussi du support de l'État qui doit pouvoir mettre le cadre réglementaire et pouvoir inciter ces jeunes entrepreneurs à pouvoir développer leurs activités et leurs passions. Votre regard sur ce reportage, Hassan? Je dirais tout simplement que tout à l'heure, nous avons parlé un peu du secteur du neuf et de l'occasion. Nous sommes convaincus tous qu'il a des difficultés. Et là, la solution qui se présente avec les véhicules électriques constitue une opportunité.
Vous voyez, le Ghana a tout de suite anticipé et a commencé à prendre les choses en main. Un pays comme la Côte d'Ivoire devrait en faire autant. Alors, si on regarde le marché des véhicules électriques, en 2012, le marché mondial se chiffre à 83 milliards. En 2019, ça a bondi, une explosion à 270 milliards. On est toujours en dollars. Est-ce que l'Afrique a une carte à jouer sur ce business? Oui, je pense que l'Afrique a effectivement une carte à jouer. Mais comme je le disais précédemment, on a un certain nombre de prérequis à mettre en place. Et c'est en cela que je proposais déjà de passer à l'hybride et de s'inspirer de certains pays qui déjà le réussissent. On a l'exemple du Rwanda, du Kenya, et s'inspirer de ces expériences-là de telle sorte à pouvoir justement capitaliser sur ces expériences pour pouvoir les appliquer à notre contexte local. Andy, on gagne donc des deux côtés. Non seulement on gagne en protection de l'environnement, mais on gagne également dans le business. Oui, c'est ça aussi la logique de l'écologie. Hein. Nous sommes sur 3 axes, environnement, économie et social. Mais je dirais le plus important pour l'Afrique, c'est sur le côté environnemental et social. Parce que tu t'imagines, d'ici 2050, nous serons environ 2 milliards en Afrique. En termes de capital humain, c'est un gros boom. Mais imaginons si toutes ces personnes se déplacent dans une mobilité conventionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut penser au transport alternatif. Donc, le transport électrique, c'est l'alternative de demain. Qu'est-ce qui coince? Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'est-ce qui coince. Je dirais qu'il faut qu'on arrive à mener, on arrive à aller à la fin de notre réflexion sur cette démarche. Et pour cela, ça nécessite qu'il y ait des acteurs, donc l'État, déjà définisse le cadre réglementaire. Ce n'est pas encore le cas. Non, ce n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire venir un véhicule électrique en Côte d'Ivoire. Parce qu'au niveau de l'homologation, parce que tous les véhicules qui viennent en Côte d'Ivoire doivent être homologués par le ministère des Transports. Et on peut quand même faire venir des hybrides? Même pas? Non, non. Aujourd'hui, le cadre réglementaire ne statue pas sur les hybrides, pas encore aussi sur l'électrique. Donc, il y a une vraie volonté de l'État de pouvoir aller vers l'électrique. Mais, pour rien vous cacher, nous sommes dans les réflexions de telle sorte à pouvoir mettre les investissements. Alors, on a l'ambassadeur qui est avec nous. Vous vouliez réagir peut-être rapidement? Bien sûr, bien sûr. Il faut pouvoir suivre la tendance mondiale. Hein. Le reportage tout à l'heure l'a dit, de 83 milliards de dollars, on se retrouve à 270 milliards. Ça doit parler aux gens. Et on est en dollars. Hein. Oui, en dollars US. Ça doit parler aux gens, ça doit donner l'envie de pouvoir rentrer dans un tel business. Mais comme M. Moloko le dit, il y a tout un dispositif à mettre en place. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui de dire, parce qu'au niveau des véhicules usagers ou les véhicules neufs, ça coûte cher, il faut tout de suite passer à l'électrique. Si on passe à l'électrique et que les populations n'arrivent pas à avoir les moyens suffisants pour payer, on n'aura pas... Parce qu'on l'a vu quand même, ça coûte relativement cher. Hein. Lorsqu'on prend le gars du Ghana, un véhicule qu'il importe à 12,5 millions, qui va à 13 millions, moi je ne vois pas un businessman dans l'automobile à vouloir faire ce type d'affaires. Donc c'est-à-dire quoi? Certes, le besoin, la tendance mondiale est là, les besoins sont réels, mais il y a encore beaucoup de mécanismes au niveau de l'État, au niveau des opérateurs, vraiment tout un écosystème à mettre en place avant d'y arriver. Est-ce que vous estimez qu'il y aura un marché aujourd'hui qui serait prêt à recevoir justement? Tout à fait, il y aura un marché parce que, nous le savons tous, hein, le prix du carburant, que ce soit le diesel ou l'essence, coûte relativement, hein, j'essaie de mettre un peu de bémol, relativement cher. Donc, si vous avez un véhicule électrique où il suffit de 30 minutes, où vous pouvez, à partir de votre véhicule, recharger et rouler toute la journée, mais quoi d'excellent. On va rester sur ça et puis me tourner justement vers un autre ambassadeur pour continuer avec les forces concrètement, les avantages, que ce soit pour l'individu, pour l'environnement. On aimerait que vous puissiez un peu élaborer sur ce point. Ce qui est important pour nous, c'est l'impact environnemental que cette initiative peut dégager. Et certes, on aura forcément des difficultés liées à l'économie parce que c'est une innovation et l'innovation, ça coûte cher. Mais la chance qu'on a, il n'y a pas que les voitures qui sont des modes de transport alternatifs, il y a aussi le vélo.
C'est une nouvelle niche, mais la grosse difficulté qu'on aura à implémenter cette initiative sur nos cieux, c'est le déploiement de cette initiative. Parce que c'est beau de faire venir, comme je le disais tantôt, des véhicules électriques, mais en termes de rechargement, les bornes... Alors, là, on bascule un peu sur les faiblesses. Hein. Donc, c'est les risques. Si on n'a pas suffisamment de bornes, comment on s'organise? Comment on s'organise? Alors, on découvre que vous êtes aussi un élu, apparemment, grâce à Costa. Alors, on ne va pas rester sur ça, mais oui, il y a quand même des faiblesses pour le déploiement. Oui, mais déjà, avant de revenir sur les faiblesses, vous avez posé la question en termes d'avantages aussi. Oui. Moi, je vais plutôt parler des avantages pour le consommateur. Donc, pour le consommateur, on a déjà, en termes d'accessibilité, donc les véhicules électriques sont censés être moins chers que les véhicules avec le carburant qu'on connaît. Pas forcément à l'acquisition. Mais je veux dire, après, c'est la taille du marché qui détermine. Deuxièmement, on a le prix, il a parlé du prix du carburant, mais on a aussi le prix de l'entretien. Parce que très souvent, on le dit comme ça dans la rue, moins cher est cher. Donc, à la fin de la journée, quand on ajoute les coûts d'entretien, de maintenance, on arrive à des niveaux qui sont élevés. Donc, ça, d'un point de vue consommateur, ça serait intéressant. En plus de tout ce qu'on a comme impact sur l'environnement. Alors sur ce point, quand même, il faut qu'on calcule. Hein. Il nous a parlé de 60% d'économie sur l'énergie. Ça veut dire que si vous dépensez 10 000 francs CFA par semaine pour votre carburant, ça fait 520 000 francs CFA par an, c'est ça, pour les 52 semaines. Et suivez mon calcul, hein, je peux me tromper. Et puis, avec l'énergie électrique, tu vas te retrouver à dépenser à peu près 200 000. On gagne 300 000 francs d'économie. Donc, ce qui n'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, on peut basculer sur les faiblesses. En termes de faiblesse, je dirais, pas faiblesse aussi, je dirais, quels sont les obstacles au lancement de cette initiative. Donc, comme on l'a dit, c'est essentiellement l'État qui doit porter le projet, avec aussi des subventions à apporter aux entreprises qui peuvent se lancer dans cette activité. Il y a aussi des investissements qui doivent suivre. Aujourd'hui, pour résoudre le problème du carburant, il y a des investissements qui ont été faits au niveau de l'acier. Donc, dans cette même lancée, il faut avoir des investissements qui vont être déployés pour pouvoir supporter toute l'activité de l'électrique. Est-ce que les vendeurs d'automobiles neufs aujourd'hui vouloir bien se faire concurrencer par ceux qui veulent se lancer dans le business de l'électrique? Bon, sur le plateau, on peut dire oui, mais comprenez-vous que quelque part aussi, il y a un petit lobbying à faire derrière. En tout cas, le moment venu, vous devez faciliter la réflexion pour aboutir à inscrire à l'agenda politique qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de voitures électriques. Oui, juste pour rassurer notre expert. Mais en quelques mots. Oui, en quelques mots, rapidement. C'est que l'électrique ne s'oppose pas au neuf. L'ensemble des constructeurs que nous représentons sur le marché font de l'électrique. Quand vous voyez ces chiffres-là, ce sont des chiffres de nos constructeurs. Donc, je dis, c'est un changement du business. Donc, on va passer des véhicules avec essence ou avec le diesel à l'électrique. Alors, le carburant, on considère que dans le reportage, que le carburant est un élément clé dans nos économies. Est-ce que quand vous entendez ça, ça vous fait quelque chose au cœur? Et comme on le sait, le transport est le deuxième contributeur des gaz à effet de serre. Donc, passer à l'électrique, je pense que c'est l'alternative qu'il faut. Et pour rejoindre ce que mon confrère disait tantôt, ça ne sera pas un problème de passer du neuf à l'électrique. Et comme on le dit chez nous, les écologistes, la solution face à l'urgence climatique dans laquelle nous sommes, c'est l'adaptation. Donc, les constructeurs ont bien compris ce message, ils ont commencé à s'adapter ailleurs. Donc, on peut juste l'implémenter ici, c'est possible. Vous y croyez, vous, la voiture électrique, l'avenir de l'automobile? Si, et ça s'impose à nous parce que nous n'avons pas une planète de rechange. Nous avons une seule planète. Donc, il faut penser au transport alternatif, il faut penser à l'énergie propre, il faut penser aux initiatives éco-friendly et sustainable. Quand on vous écoute, quand on parle d'écologie, on n'a pas envie que l'émission s'arrête. Petite question quand même, pourquoi le casque tous les jours? C'est mon personal branding et je véhicule à travers mon casque un message qui est clair. Le casque symbolise la protection et mon message, protégeons l'environnement.
Andy Costa, merci Hassan Yapi, Arthur Dalis Moloko, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi, chers et fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Made in Africa dans 2 semaines. Vous pouvez retrouver nos émissions sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Elephant Africa. Merci également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI1.